Bonsoir mes chers fans de la langue française, joyeux de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer une autre partie du cours suite à ce qu'on a déjà fait dans la précédente vidéo. Si vous avez bien regardé ma dernière vidéo que j'ai publiée, j'ai essayé de vous expliquer quelques axes du cours de l'histoire des idées des semestres 3. Alors maintenant, je vais aborder une autre partie du cours. Je vais essayer de vous expliquer la littérature française du 19e siècle. Alors, avant de passer à l'explication, il convient de dire que la littérature, euh, euh, la littérature en général est un univers sans bornes ni frontières, dans la mesure qu'il est riche en événements, riche en courants littéraires. C'est très difficile à tout mentionner. Donc, je vais faire de mon mieux dans cette vidéo de vous expliquer tout ce qui est essentiel dans ce siècle. Alors, pour ne pas trop tarder, on va passer directement à l'explication. Donc, on va commencer. Euh, la modernité littéraire connaît une richesse considérable et remarquable pendant la période du 19e siècle, avec des courants marquants qui touchent tous les arts. Alors, dans cette vidéo, on va essayer d'étudier tous les mouvements littéraires et artistiques qui ont marqué le 19e siècle, à savoir le romantisme, le réalisme, le naturalisme, le symbolisme, et vers la fin, on va étudier le Parnasse. Commençons d'abord par le romantisme. On va étudier la définition du romantisme. Par la suite, on va se focaliser sur quelques principales caractéristiques. Par la suite, on va étudier les thèmes majeurs du romantisme. Et vers la fin, on va citer plutôt quelques auteurs romantiques pendant ce siècle. Donc le romantisme, c'est un mouvement littéraire né en Allemagne et en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Il s'oppose au classicisme et à l'esprit des Lumières. Autrement dit, le romantisme vise et cherche à rejeter les règles classiques et le rationalisme des siècles précédents. Donc le romantisme, c'est un mouvement, comme je viens de dire, intellectuel, c'est un mouvement culturel, c'est un mouvement artistique et plutôt littéraire. Le romantisme constitue une véritable révolution contre le classicisme. C'est-à-dire le romantisme s'oppose au classicisme. Voici quelques caractéristiques du romantisme. D'abord, l'exaltation du moi, c'est-à-dire l'expression du moi, ou bien l'importance du moi plutôt, l'exaltation du moi, c'est-à-dire l'importance du moi, l'expression des sentiments, le mal des siècles, la mélancolie, c'est-à-dire le chagrin, l'angoisse, la mélancolie, la recherche de la liberté, le refus du classicisme, parce que le romantisme vise à rejeter, ou bien il refuse les règles classiques. Les règles classiques sont les règles des trois unités, unité du lieu, unité de temps, unité d'action. Euh, la vraisemblance et la bienséance. Ce sont les règles du classicisme. Donc le romantisme rejette les règles classiques. Et dans le romantisme, on trouve le mélange entre la comédie et la tragédie. C'est-à-dire, il y a en quelque sorte le mélange des registres et le mélange entre la comédie et la tragédie. Parmi les thèmes majeurs du romantisme, il y a l'amour, c'est-à-dire tous les sentiments. L'amour, la tristesse, la mélancolie, la passion, l'angoisse, le chagrin, la solitude, la peur de la mort, la spiritualité, la souffrance, la nature. C'est-à-dire la plupart des auteurs romantiques recourent à la nature pour exprimer leurs sentiments, que ce soit des sentiments de joie ou bien de tristesse. Alors voilà quelques auteurs romantiques les plus célèbres, comme par exemple Victor Hugo, euh, Lamartine et Alfred de Musset.
Après avoir cité quelques caractéristiques et thèmes et les auteurs romantiques les plus célèbres, on va passer maintenant à un autre mouvement littéraire et artistique qui a marqué ce siècle. Et ce mouvement-là, plus précisément, est le plus dominant, à savoir le réalisme. Le réalisme, c'est un mouvement littéraire et culturel né pendant la période du 19e siècle. Le réalisme s'oppose au romantisme, c'est-à-dire le réalisme, il vient en réaction contre le romantisme. Quel est le but du réalisme? Il décrit le plus fidèlement la société au 19e siècle. Autrement dit, le réalisme, il vise à représenter le plus fidèlement la société, le plus fidèlement la réalité. Le réalisme cherche à peindre le réel sans l'idéaliser, c'est-à-dire décrire la réalité telle qu'elle est sans idéalisation. En plus de cela, le réalisme, c'est-à-dire dans les romans réalistes, les auteurs accordent une grande importance à la description. Retenez bien ce que je viens de dire. Dans les romans réalistes, on trouve beaucoup la description. Alors, voici quelques caractéristiques du réalisme. Décrire la réalité telle qu'elle est, sans idéalisation. La recherche de la vraisemblance, de la vraisemblance. Il y a une petite faute ici. Euh, Peindre d'une manière objective tous les aspects de la société. En plus de cela, rejeter l'idéalisation de la réalité, donner les lésions de la réalité. C'est-à-dire décrire la réalité telle qu'elle est, sans idéalisation et d'une manière objective. Parmi les thèmes du réalisme, par exemple, l'argent. Retenez bien ce thème, l'argent est le thème le plus dominant dans les œuvres réalistes. L'argent, le matérialisme, la chute. La chute, vous devez bien retenir ce mot aussi, ce thème. La chute, on trouve ce thème dans l'œuvre qui s'intitule En génie grandi. La chute du personnage, ou bien l'échec, ou bien l'impuissance. On trouve aussi la misère, la pauvreté, le quotidien des gens, la vie du milieu social, retenez bien ce mot, le milieu social, la condition de la femme, les conflits familiaux, ou bien les affrontements sociaux, sans oublier l'ascension sociale. L'ascension sociale. La plupart des personnages réalistes sont assoiffés par l'ascension sociale. C'est-à-dire, ils sont attirés, la plupart des gens, des personnages, ils sont attirés par l'argent. Ils sont attirés par tout ce qui est matériel. Après avoir abordé les thèmes, on va passer maintenant, on va passer directement vers les auteurs réalistes à l'époque. Celui qui est le plus célèbre, c'est Honoré de Balzac. Il a écrit plusieurs œuvres, comme par exemple Angélique Grandet. Il a rassemblé tous ses ouvrages dans une œuvre qui s'intitule La comédie humaine. Flaubert aussi, Stendhal et Maupassant. Et il y en a d'autres auteurs réalistes, mais j'ai cité seulement ceux qui sont importants. Après avoir étudié le réalisme, on va passer à un autre mouvement, à savoir le naturalisme. Le naturalisme est un mouvement littéraire né au 19e siècle. Il est le prolongement du réalisme, c'est-à-dire c'est-à-dire l'aboutissement du réalisme. Dans le naturalisme, le principal représentant de cette école littéraire, c'est Zola. Émile Zola qui est le principal représentant du naturalisme en France. Le naturalisme est considéré comme la suite du réalisme. Et ils sont presque les mêmes. Mais le naturalisme s'intéresse plus particulièrement aux classes sociales. C'est-à-dire, le naturalisme, il est comme le réalisme. Mais le naturalisme, il s'intéresse notamment aux classes sociales défavorisées et marginalisées. C'est-à-dire, le naturalisme, il s'intéresse aux classes sociales, par exemple, les paysans, les ouvriers. C'est ça.
Donc, le naturalisme est un mouvement qui est considéré comme le prolongement et l'aboutissement euh, du réalisme. Voici quelques caractéristiques du naturalisme. Décrire la réalité telle qu'elle est en utilisant les méthodes scientifiques et expérimentales. En plus de cela, décrire tous les aspects de la société, c'est-à-dire décrire tous les défauts sociaux, les vices sociaux, les travers sociaux, comme par exemple le travail pénible des ouvriers, la pauvreté et la misère. Tous ces thèmes-là, on les trouve par exemple dans un œuvre qui est très célèbre, c'est celui de Émile Zola, à savoir Germinal, qui étudie bien le travail pénible des ouvriers dans les mines, par exemple. Alors, parmi les thèmes du naturalisme, par exemple, les conditions de vie très difficiles des classes sociales. C'est-à-dire, le naturalisme, il se focalise beaucoup sur la vie des classes sociales, surtout les paysans et les ouvriers, c'est-à-dire la prolétariat, c'est-à-dire une classe sociale marginalisée. D'autres thèmes, la maladie, la mort, la prostitution. La prostitution, c'est-à-dire le fait d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un pour avoir de l'argent, par exemple. Euh, Tous ces thèmes-là, la prostitution, la folie, l'alcoolisme, ce sont des actions dégradantes. Ce sont des actions défavorables. Alors, parmi les auteurs naturalistes, c'est Émile Zola. Euh, C'est-à-dire, c'est le principal représentant du naturalisme. Passons maintenant à un autre mouvement qui est employé surtout dans la poésie, en poésie, c'est le Parnasse. Le Parnasse. Le Parnasse, c'est un mouvement littéraire poétique, retenez bien le mot poétique, né au XIXe siècle. Il est en opposition au romantisme. C'est-à-dire, le Parnasse apparaît en réaction contre le romantisme. Le Parnasse donne une grande importance à l'art poétique, ou bien à la poésie en général. Et le Parnasse, il respecte les règles classiques par excellence. Par exemple, il s'intéresse à la forme fixe, il s'intéresse à la forme stylistique de la poésie. Donc le Parnasse, il respecte beaucoup les règles classiques. Parmi les caractéristiques du Parnasse, les Parnassiens donnent une grande importance à l'art et à la beauté. Retenez bien ces deux mots. Les Parnassiens donnent une grande importance à l'art pour l'art. Les Parnassiens donnent aussi, c'est-à-dire l'art poétique. Les Parnassiens donnent aussi de l'importance à la beauté, le beau pour le beau. Et les Parnassiens, majoritairement, ils écrivent beaucoup la nature. Parmi les thèmes du Parnasse, il y en a beaucoup. euh, Par exemple, la nature, les mythes, les légendes, les histoires anciennes, l'art, la beauté. Ce sont tous les thèmes les plus étudiés dans cette école littéraire. Parmi les auteurs parnassiens les plus célèbres, à savoir Théophile Gautier, Charles de Baudelaire, Théodore de Boronville. Ce sont tous des auteurs parnassiens les plus fameux. Passons maintenant à un autre mouvement, à savoir le symbolisme. On va étudier, comme d'habitude, la définition des mouvements ainsi que les caractéristiques. Par la suite, on va aborder les thèmes et vers la fin, on va citer les auteurs symbolistes les plus célèbres. Les auteurs symboliques les plus célèbres. Donc, le symbolisme, c'est un mouvement littéraire né au XIXe siècle. Il est en réaction contre le romantisme, le réalisme, le naturalisme et le Parnasse. C'est-à-dire, le symbolisme apparaît en réaction contre tous ces mouvements littéraires précédents. Donc, le symbolisme, autrement dit, le symbolisme, c'est un courant dans lequel les gens voient le monde avec
une vision symbolique et spirituelle. Donc, parmi ces caractéristiques, les poètes utilisent le symbole, les images, les analogies pour déchiffrer le monde, ou bien pour évoquer le monde. Et dans le symbolisme, on donne une grande importance euh, à la musique. On donne une grande importance à la musique. Parmi les thèmes du symbolisme, par exemple la mort, le rêve, le mystère, l'irrationnel, c'est-à-dire tout ce qui est contre la raison, l'imaginaire, la spiritualité, la solitude, il y en a d'autres, mais j'ai dit seulement ceux qui sont indispensables. Parmi les auteurs symbolistes, le plus célèbre, c'est Charles Baudelaire. Il a écrit un ouvrage qui s'intitule Les fleurs de mal, dans lequel il a rassemblé tous les poésies ou bien les poèmes qu'il a écrits dans sa jeunesse. C'est le précurseur du symbolisme, c'est-à-dire le fondateur du symbolisme. Il y en a d'autres, par exemple Arthur Rimbaud, Paul Verlaine. Et il y en a d'autres. Maintenant, après avoir abordé les mouvements littéraires qui ont marqué la période du 19e siècle, on va passer maintenant à évoquer les types du roman à l'époque. Comme par exemple le roman réaliste, le roman social, le roman naturaliste, la nouvelle et le conte. Donc, le roman réaliste, comme je viens de dire, il s'attache à représenter le monde tel qu'il est. Le roman social, il permet à l'auteur de dénoncer quelques vices et problèmes sociaux, comme par exemple la pauvreté, la famine, le chômage, les conditions de travail et la violence. Exemple de roman social, par exemple Les Misérables de Victor Hugo. C'est une œuvre dans laquelle Victor Hugo dénonce la misère et la pauvreté. Les Misérables de Victor Hugo. Le roman naturaliste, le naturalisme, comme je viens de dire, c'est un prolongement du réalisme, comme par exemple Germinal de Émile Zola. La nouvelle et le conte. Vous devez bien faire la différence entre ces deux notions fondamentaux. La nouvelle, retenez bien ces deux mots, la différence entre ces deux mots. La nouvelle, c'est une sorte de roman court et bref, comme par exemple les nouvelles de Maupassant. À titre d'exemple, au champ de Maupassant, c'est une nouvelle. Donc la nouvelle, c'est une sorte de roman bref et court. Mais le conte, c'est un récit court qui raconte quelque chose de merveilleux, quelque chose de fantastique, comme par exemple les contes merveilleux. Entre parenthèses, les contes que j'adore personnellement, ce sont les contes merveilleux. Personnellement, je les aime beaucoup. Je vous conseille de les lire régulièrement. Alors, voilà. Après avoir fait la différence entre la nouvelle et le conte, de toute façon, j'ai cité seulement quatre ou bien cinq romans différents. Le roman réaliste, social, naturaliste, la nouvelle et le conte. Mais il y en a d'autres types de romans, comme par exemple, mais ils ne sont pas essentiels. Par exemple, le roman historique, le roman d'apprentissage, le roman d'émoi. Mais ils ne sont pas essentiels. J'ai mentionné seulement ceux qui sont primordiaux et importants. Maintenant, après avoir abordé les types de romans pendant le 19e siècle, on va passer maintenant vers... on va étudier le théâtre au 19e siècle. Alors, pendant le 19e siècle, le théâtre devient un outil de divertissement pour toutes les couches sociales. C'est-à-dire, le théâtre est considéré comme un outil de divertissement pour toutes les couches sociales, sans exception. Les nobles, les bourgeois, euh, les classes sociales comme les paysans, les ouvriers. C'est un outil de divertissement par excellence. On va étudier ici deux formes. Alors, on va étudier le drame romantique et le vaudeville. Le drame romantique, c'est un drame qui est apparu au 19e siècle et théorisé par Victor Hugo.
il est théorisé par Victor Hugo dans la préface de Cromwell. C'est donc le drame romantique rejette le classicisme et les règles de théâtre classique. Comme je viens de dire, les règles de théâtre classique sont les trois unités, la vraisemblance et la bienséance. Exemple de roman, de drame romantique, comme par exemple la pièce de Lorenzaccio, par exemple. J'ai pas bien prononcé le mot. Lorenzaccio, ou bien quelque chose comme ça. Et il y en a d'autres pièces de théâtre. Après avoir parlé brièvement sur le drame romantique, on va passer directement vers une autre forme, c'est le vaudeville. Le vaudeville, c'est une forme de comédie apparu au XIXe siècle et théorisé par Feydeau. Le vaudeville, c'est un théâtre consacré uniquement, c'est un théâtre uniquement de divertissement. C'est un théâtre qui se fait pour rire. C'est un théâtre qui se fait pour se divertir. C'est un théâtre uniquement de divertissement, il se fait pour rire. Et dans le vaudeville, on trouve par exemple les intrigues amoureux, les milieux bourgeois par exemple. Alors après avoir parlé brièvement sur le drame romantique et le vaudeville, il y a d'autres formes, mais qui ne sont pas essentielles. Il y a d'autres types de théâtre, par exemple le théâtre musical, le théâtre naturaliste, le théâtre libre, le théâtre symboliste, mais ils ne sont pas essentiels. Voilà, mes chers spectateurs, je viens d'arriver au bout de cette vidéo. J'espère que cette modeste vidéo vous soit utile. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, la littérature est un océan infini. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à dire au niveau de la littérature au 19e siècle. Mais j'ai cité seulement l'essentiel. Grâce à Dieu, j'ai abordé tout ce qui est important et indispensable dans cette courte vidéo. Alors, merci de m'avoir accordé votre temps précieux pour regarder ma vidéo. Si vous avez des questions à me poser sur ce cours, postez-les dans un commentaire pour que je puisse y répondre sur le champ. Alors, je vous souhaite bon courage, mes amis. Alors, à très bientôt.